Bien, merci. Nous allons poursuivre. Comme je vois que les gens de la Croix-Rouge sont là, il se trouve que sur le Facebook Live, il y a une question de Philippe, la fameuse question de Philippe, qui intervient chaque semaine maintenant, qui est: quelle est la formation des bénévoles de la Croix-Rouge pour effectuer les tests? Pourront-ils aussi vacciner? Donc je me tourne vers Monsieur Guérard éventuellement. Est-ce qu'il peut répondre à ça? Quels sont les personnels qui vont aller procéder aux tests? Ce sont des infirmiers, des infirmières. Et est-ce que le moment venu, ce seront des personnels qui seront en capacité de faire des vaccins? Monsieur Guérard, si vous nous entendez? Monsieur Guérard, Croix-Rouge. Est-ce que vous nous entendez? Ben nous, pas bien, nous. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici, éventuellement, qui peut répondre, ou à moins que ce soit... voilà, Monsieur Guérard, vous nous entendez? Vous avez peut-être le micro désactivé, Monsieur Guérard. Comment? Le micro est désactivé. Ouais. On va essayer de l'appeler, il va avoir son micro désactivé. Comment elle s'appelle? Madame Lière. Je vois qu'il y a la présidente de la Croix-Rouge à côté, Madame Lière. Il y a un problème de son. Est-ce qu'on vous entend? Sinon, on va passer une autre... Monsieur le Président, c'est Monsieur Blais. Hein, oui, Monsieur Blais. Monsieur Blais qui est un peu le couteau suisse de ce conseil départemental. C'est gentil, c'est gentil. Oui, sur ce point-là, mais sa fortune n'est pas dans ce pays-là, non. Sur les préleveurs, effectivement, ce sont des professionnels de santé. Hein. Aussi, M. Guérard est connecté, mais ce sont donc des infirmiers. Je crois qu'il y a 2 infirmiers, 2 médecins et des secouristes qui ont été formés. Et les secouristes travaillant lors du prélèvement sous la supervision d'un médecin. Voilà ce que je peux vous indiquer. D'accord. OK. Oui. Non, mais déjà, le réseau là ici est extrêmement mauvais. J'ai du mal à vous entendre. On vous entend un petit peu, pas très bien, mais un petit peu quand même. On essaye de résoudre ça au plus vite. Ah, on vous entend là. Ah, vous entendez? Vous entendez là? Allez-y, parce que par le téléphone, on vous entend. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de nous laisser la parole. Donc, pour répondre à la question, nous interviendrons des professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, médecins et des équipiers et secouristes formés. Donc, notre médecin territorial, qui est le garant de toutes les formations dans la Croix-Rouge du Gers, a assuré une formation pour 7 équipiers secouristes, ce qui nous permettra donc de pouvoir projeter ces personnels-là dès demain, accompagnés donc de mémoire d'une aide-soignante. Donc demain, ce seront des équipiers secouristes qui, sous la surveillance de notre médecin, effectueront les tests. D'accord. Donc on a la réponse, quoi. Hein? OK. Est-ce qu'il y a des questions sur... D'abord, peut-être, Monsieur Blais, peut-être vous pourriez nous dire un petit mot. Moi, je suis destinataire, avec quelques élus, de la note que Monsieur le Préfet nous envoie le soir. Ce que je note, c'est que on a plutôt dans le Gers actuellement des taux d'incidence et de taux de positivité qui sont un peu supérieurs à la moyenne régionale. C'est-à-dire que quand on est à 8 en positivité à l'échelle de la région, on est plutôt à 10 dans le Gers. Quand on est à 80 en incidence, on est plutôt au-dessus de 110.
Dans le même temps, il y a d'autres nouvelles qui sont plutôt meilleures. Il y a une diminution des hospitalisations, une stabilisation des réanimations, pas d'augmentation considérable du nombre de décès. Donc, comment vous jugez la situation? En parlant avec monsieur le préfet hier soir, il y avait l'idée qu'il allait peut-être falloir rappeler quand même aussi quelques consignes, ou est-ce que ça c'est dû au fait qu'on a quelques clusters dans tel ou tel endroit qui justifient cette augmentation? Oui, c'est ça. Vous avez très bien résumé la situation. En fait, il y a une diminution du nombre de cas journaliers. On est autour d'une vingtaine de cas par jour, alors qu'on était en début de mois à 45-50 de cas positifs nouveaux. Il y a un taux d'incidence qui est aujourd'hui calculé toujours sur 7 jours, qui est de 113,1 pour une moyenne régionale de 82,8. Donc, le taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et donc, on voit qu'on est on fait partie des 5 départements d'Occitanie qui sont au-dessus de 100. Alors que les autres sont passés au-dessous de la barre des 100. Sur le taux de positivité des tests, effectivement, on plafonne à 10%, alors que la région est descendue à 8,3%. Alors, quand on regarde de manière un petit peu plus fine sur les classes d'âge, on s'aperçoit que la diminution est générale, sauf pour certaines classes d'âge. Les 20-30 ans, mais bon, c'est pas très important. On était sur la quinzaine précédente à 115, on est à 136 en taux d'incidence. Sur les 30-40 ans, on était à 69, on est à 96 quasiment. Les 60-70 ans, on était à 72, on est à 90. Mais surtout, ce qui corrobore l'idée que c'est plutôt actuellement les situations de cas groupés de clusters en EHPAD, c'est que pour les 80-90 ans, on est passé donc du 14 au 20 novembre, on était à 176,2 en taux d'incidence, et là on est à 242,3. Et pour les 90 ans et plus, on était à 340 parce qu'on était déjà dans des situations de cas groupés, et là on est à 725,8 pour les 90 ans et plus. Alors effectivement, ça corrobore les situations, le fait que ce sont des situations ciblées, repérées. On a actuellement 2 EHPAD en situation critique. Il y a le Château Fleury à Vic-Fezensac, mais surtout l'EHPAD de Nogaro. On a 49 résidents positifs et 14 professionnels, donc qui explique aussi peut-être dans certaines tranches d'âge où les professionnels auxquels les professionnels appartiennent, qu'on ait ces taux d'incidence plus élevés. Il y a un retest de l'ensemble de l'EHPAD hier et aujourd'hui, et une mobilisation de la réserve sanitaire pour venir en aide à cet établissement. Et puis, de la même manière, on a sur la partie sanitaire de l'hôpital de Nogaro, on a des gens positifs. On a 6 patients Covid en soins de suite, 1 en soins de longue durée, avec là aussi des retests. Donc, ça corrobore cette idée, à la fois l'approche par les classes d'âge et l'approche géographique, qu'on est sur une incidence assez forte des clusters en EHPAD, en plus d'une circulation diffuse qui existe toujours. D'ailleurs, sur les zones où l'incidence est plus forte, en fait, on est sur le Bas Armagnac. Bas Armagnac, c'est Grand Armagnac, je crois, et Ténarèze, qui sont, mais surtout Bas Armagnac, donc secteur de Nogaro, ce qui corrobore encore l'idée que c'est tout à fait lié au cluster de l'EHPAD de Nogaro aujourd'hui. Vous l'avez dit sur l'hospitalisation, pour être rapide sur quelques autres données, 30 personnes hospitalisées à ce jour, 17 à Auch, dont 6 en réanimation, 7 à Condon, 3 à Saint-Blancard, donc 2 sur Nogaro et 1 sur Lombez. On a eu au plus fort de la crise de la première vague, c'était 34 personnes hospitalisées au total, dont 6 en réanimation. Donc, vous voyez, on est encore proche de ce pic. Il y a toujours une incidence avec retard
sur les établissements de santé de l'épidémie. Le nombre total de décès, 71 aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, rapidement les éléments qui effectivement corroborent ce que vous avez indiqué au début. Merci, Monsieur Blay. Peut-être sur l'activité SDIS, on pourrait avoir quelques informations. On a toujours besoin de savoir au fond quel est le pourcentage d'activité qui est relié au Covid ou s'il y a une forme de stabilisation. Monsieur Pargo, colonel. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc, effectivement, l'activité, comme le disait Monsieur Blay, semble un petit peu diminuer en nombre d'interventions pour nous par rapport au Covid. En fait, c'est très variable d'une journée sur l'autre, sachant qu'on est monté au maximum à 6 interventions Covid sur une journée, donc ce qui est relativement faible. Il y a des jours où on n'en a pas, et aujourd'hui, on est globalement sur une ou deux, que ce soit à la demande du 15 dans le cadre d'une carence, ou à la demande du 18, c'est-à-dire un citoyen du Gers qui nous appelle sur le 18 pour dire qu'il a des symptômes liés au Covid et qui ne passe pas forcément par le 15. Donc, globalement, on sent cette légère diminution, mais quand je compare par rapport à la première phase, suite au déconfinement, on n'avait plus du tout d'intervention Covid. Aujourd'hui, on en fait encore quelques-unes. Merci de tout ça. Confirmation, Bernard Gendre, rien de particulier par rapport à ce que vient de dire le colonel? Non, Président, juste signaler que le SDIS, bien évidemment, contribue pour sa part à aider le département dans les bus de test en fournissant tout ce qui est protection pour les personnels qui font les dépistages dans nos bus. Et donc, chaque fois qu'il y a besoin, n'hésitez pas à demander. Le SDIS fournira tout ce qui est nécessaire pour ces bus. Voilà, Président. Merci Bernard. Peut-être que Céline pourrait nous faire un petit retour sur ce qui s'est passé à Montaut, nous dire au fond voilà, quels enseignements et surtout éventuellement après le retour des maires, des citoyens, qu'il y a des choses à changer. Je redis toute l'importance qu'on va avoir à travailler avec nos deux associations de maires pour déployer tout ça. Céline? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je l'ai un peu dit la dernière fois, donc pour reprendre les propos de Robert Roquette, c'était bien un prototype, hein, donc tout s'est organisé en 2 jours et demi ou à peu près. Donc je crois que ce qui a manqué là, et le principal enseignement, c'est de bien préparer la communication que les maires doivent porter auprès de la population. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur. Voilà, on était sur une expérimentation. Donc, au moment où on a commencé à les interroger, on ne savait toujours pas si on allait le faire. Donc c'était un petit peu compliqué. Je pense que voilà, avec le temps, en tout cas, nécessaire, les maires, c'est vraiment le bon support et le bon relais au niveau local pour aller toucher au plus près les familles et intéresser. Voilà, donc, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante, dont le matin, ça a permis de faire des tests pour des personnels du service d'aide à domicile. Et ça aussi, c'est peut-être un enseignement parce que les services d'aide à domicile seront destinataires de tests prochainement. Donc, il y aura certainement une organisation à mettre en place pour procéder à ces tests. Et l'après-midi, j'ai trouvé une grande discipline en fait, dans l'organisation. Les personnes qui sont venues ont respecté les horaires, les distances. Enfin, voilà, il y a eu une belle opération très... je vais dire rondement menée, mais oui, beaucoup de respect en tout cas dans toute l'organisation. Des publics très différents. Alors ça, peut-être que René Ortega, qui était présent et a posé les questions qui allaient bien, voilà, pourra dire un peu, mais il y avait des publics très différents, des artisans qui venaient vérifier qu'ils n'avaient pas de problématiques, enfin qui n'étaient pas porteurs, puisqu'ils interviennent au domicile des personnes, et donc c'était pour les rassurer quelque part. Des personnes plus âgées qui sont venues parce que
parce que l'occasion était là et que finalement c'était à proximité, donc c'était plus facile. Ils sont même venus en famille quelquefois pour vraiment faire ces tests. Et puis on a eu des personnes qui cherchaient à se rassurer quelque part, tout simplement se rassurer sur leur situation au regard de cette épidémie. Voilà, donc belle expérience, et on a créé quelques frustrations d'ailleurs, puisque j'ai de nouveau des demandes. Alors, personnes qui d'ailleurs, n'ont pas pu pour... voilà. Simplement, peut-être René peut nous dire un truc sur l'organisation, parce qu'il y a eu la mobilisation d'un jeune du service civique, de la réserve citoyenne, Brian Canal. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment de faciliter autant qu'il était possible aux gens et rendre hyper simple la démarche qui a été faite, parce qu'il y avait un jeune qui s'occupait effectivement de la paperasse, mais René va le dire. Il y a beaucoup de demandes. Je vois sur le Facebook Live une question de Rosa qui dit « J'habite Florence, comment puis-je savoir quand le bus test viendra vers chez moi ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un peu priorisé des parties du territoire qui sont le plus éloignées. Je ne dis pas qu'on ne viendra pas à Florence, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités éventuellement de le faire dans des villes un peu importantes. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans des parties du Gers, et on va le dire, principalement pour le moment, le sud et l'ouest du département, qui sont les zones où on est parfois le plus éloigné d'une possibilité d'avoir ce service. Donc, on priorise cela, mais bien sûr, on ira un peu partout. René, sur le retour d'expérience, en quelque sorte, de Montaut. Mais pour compléter les propos de Céline Sall, on a les enseignements, effectivement, c'est un dispositif qui a su faire preuve d'une très grande agilité. Et cette agilité, elle est à l'image d'un conseil départemental et de communes et des élus locaux qui sont en capacité de dégager un prototypage qui est quasiment en capacité d'être sur une ligne de production aujourd'hui. Le système est extrêmement simple au final à mettre en œuvre, puisque les tests sont fournis, les écouvillons, le petit papier administratif qui est extrêmement simple au final à mettre en œuvre. Effectivement, avec Brian Canal, le service civique de Jassoulière, on a pu très rapidement, et avec vos équipes, au président aussi, mettre en œuvre ce dispositif. Moi, j'insiste peut-être sur deux points. On a pu voir un public très large, comme ça a été dit par Madame Sall. Mais ce que je retiendrai, moi, au-delà de cet attelage de réussite, c'est-à-dire le maire qui était extrêmement présent et tous les gens dans la parole de nos concitoyens, dans des temps comme ça, la place du maire est revalorisée, c'est un fait qu'il fait de soi. Mais ce qui me semble intéressant au travers de ça, c'est ce rapport entre l'offre et la demande. Et je crois que ça confirme le fait que la ruralité, la demande de la ruralité passera par une offre de service. Et quand l'offre est là, nos concitoyens répondent présent. Et attendre la demande, c'est parfois aussi attendre la non-demande et donc des choses qui n'émergent pas, et c'est chaque session. Et si je peux me permettre, Madame Sall, j'ai trouvé aussi, Président, que c'était un temps de convivialité, où les gens se sont rencontrés, ont pu échanger, alors avec les distances de sécurité bien évidemment, mais pour Brian Canal et moi, nous avons passé une excellente journée et avec un sentiment de service public ouvert, accompli. Voilà, c'est simplement. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus de services publics qui se déplacent vers les gens pour pouvoir aller faire ça. Et donc, on va effectivement mettre un deuxième bus, puisqu'on a un bus de la médiathèque qui va être utilisé également. Donc, on va armer deux, et ce qui nous permettra de nous déployer. Donc, ça, c'est quand même vraiment une assez bonne chose. Julie Ribet veut nous dire quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher quand même de rajouter un mot. Par rapport à la disponibilité des infirmières libérales du secteur, sans qui ces traitements-là n'auraient pas pu avoir lieu. Voilà, donc vraiment, à titre professionnel et personnel, je remercie les infirmières libérales de Milan, voilà, qui sont venues à deux passer la journée. Je pense que ça s'est très bien passé. Enfin, moi, j'ai eu de très bons retours, en tout cas, de cette journée-là. Elles sont prêtes à réitérer l'expérience si besoin. Il me semble d'ailleurs que sur les autres sites, voilà, on a à peu près les mêmes réactions parce que les infirmières répondent présentes également. Merci, Julie. Oui, monsieur Cauchier. Je ne sais pas si c'est fait ou pas sur le
dans le bus pour les tests, mais est-ce qu'il ne serait pas utile, si ce n'est pas fait, de distribuer à chaque personne qui se fait tester, de donner un papier dans lequel on précise exactement ce qu'est le test, qui protège pas, ce que ça signifie le jour même, 8 jours après, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, qui sont testés, qui sont tranquilles pendant 3 semaines. Ouais. Et si c'est pas fait, le lendemain. Oui, donc si c'est pas fait, Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire profiter de ce moment pour refaire de la pédagogie auprès de. Je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement remettre en même temps qu'on fait le test une espèce de petite fiche qui rappellerait encore les gestes barrières et ce qu'ils vont faire. René? Oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Utile peut-être de laisser après un petit fascicule de rappel. Après, il y avait un temps de prévention alors, qui était fait dans le cadre de l'accueil, puisque dans le document qui a été proposé, il y a quelques questions qui participent à cette idée de mieux comprendre, de mieux connaître ce qui va se passer. Et puis après, je rejoins Julie Rivière, on avait 2 infirmières locales, rurales, connaissant bien ce public, et le jour de prévention, d'échange, de réassurance aussi, est-ce que ça va faire mal, est-ce que ça va pas faire mal. Voilà, c'était a été fait et on a pu répondre à toutes les questions qui étaient posées. Mais effectivement, peut-être de laisser un petit fascicule de rappel, ça pourrait être une très bonne idée. Et Monsieur le Président. Oui, Yannick Bompard, non? Oui, c'est ça. Je pense aussi dans une idée, hein, dans le souci qui est le nôtre aussi de faire œuvre de pédagogie sur cette crise sanitaire et sur donc aujourd'hui les tests, demain les vaccins. Je pense qu'on est en capacité aussi avec le partenariat de Gers Solidaire à pouvoir aussi faire la promotion de cette application nationale Tous Anti-Covid qui sert quand même au quotidien dans ce quotidien de la pandémie, qui fournit aussi des indications quant à l'évolution de la crise sanitaire, mais aussi qui fournit quelques conseils élémentaires sur les conduites à tenir, sur les contacts avec les institutions, l'accompagnement, les labos. Je crois que dans ce souci qui est le nôtre de lutter contre l'électronisme, on peut aussi, par exemple, proposer à des personnes qui viennent se faire tester et qui ne l'auraient pas sur leur téléphone, de les accompagner dans le téléchargement de cette application et cette découverte. Je crois que René a toutes les compétences avec ses collègues, effectivement, pour mettre en œuvre cette médiation qui, je crois, serait bien accueillie. Mais je sais que René l'a en tête aussi. Est-ce que ces 2 propositions, c'est-à-dire à l'occasion des tests, on remet une fiche et on aide éventuellement les gens à charger l'appli, est-ce qu'elles font consensus au sein de notre conseil? Bon, 2 décisions prises aujourd'hui, pédagogie à l'occasion des tests, utilisation de l'application, voilà une très bonne chose de fait. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais faire un peu un tour de table aussi avec ceux qui n'ont pas forcément pris la parole. Qui c'est? Oui, pardon. Monsieur Fauchier demandait la parole et après je voudrais demander à Linda Saad, qui n'est pas encore intervenue, qui pourrait dire quelque chose. Monsieur Fauchier. Je vais être très bref. J'ai levé la main non pas pour approuver les 2 propositions, mais pour demander la parole. Autant sur le dispositif de SET et l'information, je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante qui mériterait d'être généralisée, parce que je suppose qu'elle va préfigurer aussi le sens que vous donnerez à la vaccination, et c'est extrêmement important qu'en tout point du territoire, on puisse atteindre ce niveau et cette qualité d'information. En ce qui concerne l'application, on en connaît les freins. Les personnes âgées qui se déplacent et que vous touchez à travers ces réunions, généralement ne sont pas équipées. Ça me paraît un peu vain de vouloir faire la promotion d'un outil qui ne va pas fonctionner. Le fonctionnalisme technologique et numérique a ses limites ici dans le Gers. Je crois que si on privilégie plutôt le contact humain, la rassurance et la possibilité à chaque fois de s'adresser à une instance qui devra d'une certaine manière être finalement plus permanente pendant toute cette année 2021, je crois qu'on atteindra mieux notre but. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Fauché, pour cette remarque qui est juste aussi s'agissant de certaines personnes. Je pense que au-delà effectivement de l'appli, il faut que on puisse faire de la pédagogie pour que le réflexe des gens puisse être, en cas de doute, de faire en sorte qu'ils agissent auprès de la CPAM ou auprès du numéro vert Covid qu'on a mis en place pour prévenir, pour essayer d'alerter. Je crois qu'il y a différents dispositifs et que nos territoires ruraux, effectivement, peuvent avoir une adaptation particulière de ce système. Linda Sack, je ne veux pas vous forcer, mais si jamais vous aviez une intervention où vous participez, vous, pour la première fois à notre conseil, est-ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez entendu ou ce que vous avez à dire, une remarque, une réflexion? Oui, bonjour à tous. Alors non, par rapport à la mise en place de cette fiche technique, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir aussi des informations si les gens sont testés aussi positifs, à savoir ce qu'ils doivent faire s'ils le sont, quoi. Pas juste un rappel des gestes barrières, mais également leur donner les directives s'ils sont testés positifs. Très, très, très juste. On peut avoir un volet, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas contracter la Covid, et voilà ce que vous devez faire si vous êtes, malgré cela, testé positif. Parce qu'effectivement, les deux informations me paraissent très importantes. Donc là encore, s'il y a consensus sur la proposition que fait Linda Sack, on va l'intégrer, effectivement, on va faire cette double information, ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir, ce qu'il faut faire si vous l'avez. Voilà. Merci de cette information. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, dire des choses, que ce soit ici en présentiel? Oui, Corinne. Oui, bonjour. Corinne Chalroux. Bonjour, je voudrais revenir à tout à l'heure la remarque qu'a fait notre présidente Carole Delga à propos du travail des jeunes. Moi, je suis dans le secteur de la gérontologie et vous savez à quel point, enfin Monsieur Blé va pas me contredire là-dessus, à quel point il y a un gros déficit de recrutement de personnel sur ces secteurs-là. Et bon, c'est un peu, ça peut paraître de l'utopie, mais en tout cas, moi, je me dis qu'il y a un public qui a besoin de travailler et il y a un public qui a besoin de renforcer. Donc, comment on peut faire se rencontrer ces deux publics et peut-être permettre à des jeunes, qu'ils soient sur Toulouse, qu'ils soient dans des moyennes villes, à Montauban, enfin, qu'ils soient étudiants à Albi ou que sais-je, à Tarbes, comment faire en tout cas que ces jeunes qui manquent de boulot puissent rencontrer aussi ce secteur de la gérontologie qui a un gros déficit de personnel. Et donc, il y a peut-être des choses à imaginer et en tout cas à faire rencontrer ces deux publics par de la formation en tout cas et des choses simples, mais en tout cas faire que cet accompagnement puisse se faire, que ce soit dans le secteur des EHPAD ou dans le secteur du domicile. Enfin, je crois qu'il y a peut-être une réflexion à mener et qui donnerait peut-être finalement du boulot et en tout cas de l'accompagnement sur ces deux volets. Voilà ma remarque. Merci. On est à peu près persuadé, effectivement, dans tout le secteur social d'une manière générale, le secteur hospitalier, on a des besoins très forts, notamment parce que aussi dans le système hospitalier, il y a parfois des gens qui ont baissé les bras au bout de vagues et qui parfois ont abandonné ou souhaité quitter un métier pour lequel c'était une vocation et une passion. Donc là, il va y avoir dans tout le secteur, j'allais dire, médico-social dans son ensemble, un travail de promotion et d'incitation qui doit être réalisé et qui passera aussi, il faut bien le dire, pour certains métiers, par la rémunération, la revalorisation de la rémunération des personnels qui sont là, et surtout l'idée qu'il n'y ait pas pour le même métier des choses différentes.
pour avoir rencontré la semaine dernière une délégation venant parler de ceux qui se sentent oubliés par le Ségur parce qu'ils n'ont pas été concernés par la nouvelle grille ou par les revalorisations. Je pense qu'on va avoir des difficultés si au sein d'un même établissement, on a des gens sous statuts différents et avec des rémunérations qui seront différentes. Donc là, il y aura un travail à faire. Robert Rouquette. Le ministre, hier, aux questions parlementaires à l'Assemblée nationale, a fait une légère ouverture par rapport aux exclus du Ségur. Il n'a pas donné de calendrier. Et en tous les cas, il a pris en compte la problématique et on sentait chez lui un début de commencement sur cette question qui est quand même essentielle parce qu'effectivement, avoir des personnels à 2 vitesses sur des prises en charge qui sont absolument névralgiques pour le corps social, c'est absolument déterminant. Donc je sais qu'hier le ministre l'a fait suite notamment à des questions orales à l'Assemblée. On ne suit pas ça de très près. En complément, dans l'actualité, nous avons été saisis aussi, mais au niveau que ce soit les départements comme les ARS, d'un projet mené par la CNSA sur le développement de plateformes, effectivement, pour faire connaître ces métiers, développer l'offre de formation. Alors, ça devra aussi se faire, évidemment, avec la région sur sa compétence. Mais il y a une identification bien conjointe de la part et de ce qu'on appelle les tutelles et des collectivités responsables de la formation professionnelle de la problématique qui a pris un tournant quand même très difficile avec la crise, hein, la crise sanitaire. Elle joue vraiment ce rôle aussi de révélateur, même si depuis quand même plusieurs années, l'attractivité de ces métiers et leur pénibilité rend quand même très difficile les recrutements et on le percevait déjà avant la crise. Je pense aussi qu'après le temps de la pandémie, quand elle sera retombée, je pense qu'il y aura quand même des initiatives à reprendre en matière de forum de l'emploi ciblé. Bon, la région n'est plus connectée, mais avec la région, avec les services de l'État, avec les collectivités et par sous-bassin d'emploi, parce que, comme on le voit là pour les tests, ce qui compte, c'est d'aller aussi au plus près des bassins d'emploi et de ne pas tout, entre guillemets, centraliser sur Auch. Il y a vraiment des respirations territoriales qui sont propres à chaque secteur. Et je pense qu'il faudra prendre, parce qu'il y a quand même, ce sont aussi des métiers qui sont difficiles, mais c'est aussi des métiers dans lesquels il y a un supplément de sens, et donc ça peut aussi tout à fait intéresser une partie de nos jeunes Gersois. Donc il y aura des initiatives à prendre, notamment en faisant aussi les retours d'expérience qu'on a fait pendant le Covid. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse et qu'on le prépare. Ça pourra aussi donner lieu à d'autres choses que les évolutions derrière de ce comité, le président, hein, au titre de ces vigilances, je dirais, de politique et d'action publique. Moi, d'un point de vue sur l'emploi, je vais encore une fois être porté parole de famille parentale parce que je connais que trop bien cette situation. On parle des jeunes étudiants qui sont confrontés à un manque d'emploi depuis la crise, mais ça fait des années que les familles monoparentales se confrontent à la dureté de l'emploi parce que les secteurs qui embauchent ne sont pas compatibles avec les horaires d'école. Les embauchés minimums sont plutôt donc, moi, j'avais proposé, il y avait eu le grand débat national, notamment à la préfecture, on a su créer pour les personnes handicapées des contrats adaptés à la situation. Et on demande à des entreprises d'embaucher. Pourquoi ne pas se pencher, et aussi pour les étudiants, mais aussi pour les familles monoparentales qui vont se retrouver touchées aussi encore plus pour retrouver de l'emploi après la crise, sur des contrats spécifiques où, admettons, je pense aux grandes surfaces qui embauchent tôt le matin et plus tard le soir, mais qui embauchent un pourcentage de personnes monoparentales sur des horaires d'école, en fait, qui gardent leur contrat basique, mais on leur demande d'accueillir sur des contrats 8h, 18h, admettons, parce que la période de vie, c'est 7h30, 18h30, des familles qui n'ont pas accès à plus large horaire pour aller travailler. Et je pense que c'est des études à avoir construit. Vraiment, moi, je me dépose vraiment parce que je sais que moi, là, je vais arrêter
de travailler, j'ai un contrat tout à fait adapté à mes horaires, mais je me dis comment je vais faire, même si je sais que j'ai des capacités, comment je vais faire tout l'administratif, ça m'embauche pas. Et là où ça embauche, moi, je n'ai pas la situation pour aller postuler. Je n'ai pas ma vie de famille qui va s'adapter aux horaires. Et l'entreprise ne va pas s'adapter à ma vie de famille. Donc, il va peut-être falloir penser à des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que vient de nous dire Laura Guérin? Tout le problème, surtout sur des métiers féminins, effectivement, les horaires sont pas forcément calés sur les impératifs et notamment des familles monoparentales. Je crois que c'est l'une des difficultés justement de ces métiers pour recruter, c'est qu'ils s'adressent bien souvent plutôt à un public féminin et donc avec parfois ces difficultés-là. Par contre, on arrive aussi ponctuellement à avoir des actions vraiment ciblées là-dessus, puisqu'il y a des crèches qui sont créées par des collectivités ou par les hôpitaux. Nous-mêmes, on va en financer une au programme départemental d'insertion avec la mairie d'Auch sur justement permettre à des personnels soignants d'accéder beaucoup plus facilement et à des horaires qui sont compatibles aussi à ces modes de garde. Mais très clairement, la question de la garde d'enfants, c'est une question fondamentale de l'accès à l'emploi et sur ces emplois-là particulièrement. Et je crois que là encore, les collectivités doivent aussi intégrer une approche, comment dire, très transversale de la question de l'accès à l'emploi. C'est pas juste une question de compétences, c'est la question aussi de pouvoir se déplacer, pouvoir garder ses enfants, etc. Et c'est un problème de fond. Est-ce que quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose? Simplement, peut-être vous dire que normalement, ah oui, il y avait une question sur le Facebook Live, je vais pouvoir y répondre moi-même, de Patricia qui disait « Pouvez-vous rappeler le numéro vert Covid ?» Alors, le numéro vert Covid que nous avons mis en place, c'est le 0800 72 32 32. 0800 72 32 32. Voilà la réponse en direct. Donc, voilà les propositions. Oui, dire simplement que on parlait tout à l'heure de la plateforme C'est fait dans le Gers, et notamment elle va être le drive que fait Audrey Bruce, le site va être en ligne à partir d'aujourd'hui normalement. Donc on pourra s'y reporter, quoi. Hein, voilà, c'est une chose importante. Je ne sais pas s'il y a, on peut conclure s'il n'y a pas d'autres interventions particulières, mais on n'est pas tenu à un modèle qui fait qu'on tient absolument 2 heures. Donc, est-ce qu'il y a sur un sujet en particulier, nous avons traditionnellement une intervention du docteur Clouzot, donc peut-être qu'il a quelque chose à dire. Le docteur Clouzot sur quelque chose? Non, c'est rien de particulier, docteur? Non, il n'y a rien de particulier. Oui. Excusez-moi, je suis un peu intermittent parce que je suis en consultation ce matin. Non, j'ai rien de particulier à ajouter. Pardon. Merci. D'accord, ok, merci. Je ne sais pas si on a Public Labo qui est là aujourd'hui. Oui, Public Labo. Oui. L'idée, c'est que le fait qu'on fasse ces tests itinérants, ça va apporter un surplus de tests. Hein. Je rappelle quand même que je dis ça sous couvert de Monsieur Blais, mais je crois que c'est lui qui nous avait dit ça. Il se réalise en gros 500 tests par jour dans le département du Gers, autour de 500 tests. Bon, là, quand on fait un test itinérant comme ça, d'un seul coup, il y a un surplus, puisqu'on a fait 122 tests au total en une seule journée qui sont venus en plus. Et curieusement,
comme il y a eu très peu de tests positifs, on perturbe un peu la moyenne départementale. Ce qui veut dire, d'ailleurs, M. Blais, moi, le sentiment que je tire de ça, c'est qu'effectivement, il y a des micro-régions au sein du Gers, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va avoir effectivement plus de positivité ou d'incidence, et des endroits où les gens vivent, j'allais dire, de manière générale confinée, quoi, hein, parce qu'on est dans les zones peu peuplées, très peu peuplées, où les gens bougent un petit peu moins, et on va avoir des chiffres très différents. Mais ce que je voulais savoir, c'est auprès du public labo, c'est si votre rythme d'analyse est un rythme qui fonctionne bien actuellement, quoi. Merci Président. Oui, actuellement le rythme d'analyse est plutôt satisfaisant. On a eu une petite baisse sur les 2 dernières semaines. Là, on reprend grâce au bus itinérant. On reprend un petit peu de volume d'analyse sur les suites du bus itinérant, c'est-à-dire que la période de prélèvement du matin est faite directement et transmise directement à Montauban sur la fin de l'après-midi et sont analysés pour le lendemain matin. Et les prélèvements de jeudi après-midi sont transmis à Montauban le vendredi. C'est une charge qu'on peut réaliser. Il est à noter que ça fonctionne grâce également au bon partenariat avec le laboratoire médical Synlab Gascogne, hein, qui nous met à disposition les kits de prélèvement. C'est fait en sous-traitance avec eux. Là, on arrive à tenir dans les 24 heures le rendu des résultats, et c'est une charge qu'on arrive à assumer. Il y a une belle logistique pour ramener ces échantillons également au plus vite sur notre plateforme analytique. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Très bien. Juste avant peut-être de repasser la parole aux gens de la Croix-Rouge pour qu'ils nous donnent éventuellement quelques précisions sur comment les choses vont fonctionner éventuellement demain, la question que je me posais, les tests qu'on a réalisés à Montaut, les gens ont eu les résultats, on a diffusé les résultats sous 24 heures, j'ai plus Ils ont tous eu le vendredi soir. Comment? Ils les ont tous eu le vendredi soir. D'accord. C'est-à-dire que les résultats sont transmis directement par le laboratoire médical qui est habilité à le faire, ce qui fait qu'ils reçoivent le résultat de la même manière que s'ils avaient été en laboratoire médical sur la même modalité. Ce qui fait que les résultats sont bien enregistrés sur le laboratoire médical, les enregistre sur la plateforme nationale CIDEP. C'est-à-dire que les remontées de résultats sont tout à fait conformes aux préconisations nationales. Super, c'est exactement ce qu'il faut, hein, une sorte de rapidité. Alors, peut-être du côté de la Croix-Rouge, il y avait quelque chose à ajouter? Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez désormais. Oui, on vous entend. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Président. Je voulais porter à votre connaissance, Monsieur le Président, une formation e-learning mise en place par la Croix-Rouge au geste barrière qui dure 45 minutes et qui est accessible à tous. Donc, si jamais vous souhaitez intégrer le lien de cette formation sur votre petit flyer que vous distribuerez sur le bus itinérant, nous vous enverrons avec plaisir le lien. Et pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec Internet, ils pourraient suivre donc cette formation et ce rappel au geste barrière. Formidable, je pense que ça c'est complémentaire. Je pense que d'ailleurs dans ce que disait René Ortega sur l'aspect convivial de notre itinérance, c'est qu'elle permet effectivement aux gens de poser des questions et d'obtenir. Elle pose des questions à René Ortega, elle pose des questions aux infirmières qui procèdent au test, et au fond on a une vraie capacité de pédagogie à cette occasion-là. René Ortega pose des questions aux infirmières pour répondre. Ouais. Un mot, René, ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais quand même on peut en parler.
puisque la dernière fois, on avait fait une intervention sur la précarité, l'alimentation. Pierre Buffo était intervenu au cours de ça. Il m'a envoyé les résultats, ils sont incroyables. C'est-à-dire que les objectifs en tonnage qu'on s'était fixés ont explosé, ce qui veut dire que dans une période, dans un contexte de difficultés, qui peuvent être des difficultés aussi financières de la part des familles, on a un esprit de générosité qui s'est montré de manière extraordinaire. Je crois qu'on a les chiffres maintenant de ça. Vous êtes tout à fait, Président. La Banque alimentaire a communiqué effectivement sur la collecte du week-end dernier qui a été une réussite absolue, puisque c'est 60 tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées. Et la Banque alimentaire et les partenaires nous étaient fixés d'augmenter de 10% de l'année dernière. C'était dit, si on arrive à 50 tonnes, on aura fait une super collecte. Au final, c'est 60 tonnes qui ont été collectées. C'est plus de 400 volontaires bénévoles qui ont été sur tout le territoire. On a vécu vraiment au niveau du département un week-end de mobilisation globale absolument inédit, puisque les premiers éléments qu'on a au niveau national ne sont pas super bons. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui n'ont pas pu organiser les collectes. Et de manière générale, le tonnage récupéré serait sensiblement en baisse. Ça veut dire que le Gers s'est illustré une fois de plus dans sa capacité de cohésion solidaire, j'ai envie de dire. Et ces éléments, ce besoin de denrées alimentaires, ils correspondent à 30% d'augmentation en termes de volume, qui correspond à une augmentation environ, qu'on n'est pas encore en train d'essayer de compter, entre 15 et 18% du public, parce que vous savez que l'aide alimentaire est un outil de complémentarité. Et on ne mange pas qu'avec l'aide alimentaire, ça c'est une idée reçue. Donc on a des publics qui sont de plus en plus en difficulté. Et on a fait, et je remercie Yannick Bompard et ses équipes et Patricia Nessaoudi, puisqu'on a aussi les premiers éléments de comptage au niveau du RSA, par exemple, qui est un indicateur assez intéressant de l'augmentation du besoin d'accompagnement. Et donc Yannick m'a fait passer ces chiffres. Je crois qu'on peut dire qu'on est autour en dessous des 10%, et on est autour des 8% à peu près. Après, nous, avec les associations, mais on travaille de concert avec la DGA. Notre gros point d'inquiétude, ça va être le réveil du mois de janvier, février, mars, quoi. Et avec des publics que nous ne connaissons pas dans l'action sociale, ou peu, que ce soit les commerçants, les artisans, les restaurateurs, et tous ces publics ne sont pas des publics qu'on a l'habitude de voir au sein des services sociaux. Donc c'est un public que nous, les professionnels de l'action sociale et de l'intervention sociale, nous allons découvrir. Donc l'idée, c'est comment on rentre en contact, et je crois qu'on va se rencontrer avec l'association des maires, aussi l'association des maires ruraux, parce que là, encore une fois de plus, notre capacité de détection peut peut-être nous éviter des situations compliquées, voire des situations peut-être dramatiques. Pour certaines, telles qu'on l'a connu dans les années 80 avec la crise agricole, où là aussi, on a eu un public qui s'est retrouvé dans une situation très compliquée, et des publics que nous, dans l'action sociale et l'intervention sociale, nous ne connaissons pas forcément. Donc on est extrêmement vigilants, en particulier sur ce qui va pouvoir se passer après les fêtes. Merci de ces informations. Nous, on le voit bien sur le plan budgétaire et financier. On a ce vendredi une séance plénière du conseil départemental avec une décision modificative sur laquelle nous allons devoir rajouter des crédits sur le volet RSA, parce qu'il y a forcément un impact un peu différé, une augmentation très nette du RSA. Je pense qu'on sera autour de 12% d'augmentation à peu près du RSA. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois depuis le début de l'année qu'on rajoute des financements pour les allocations individuelles de solidarité, et notamment cette allocation qu'est le RSA. Donc on a effectivement une vraie dégradation aussi sur l'enfance. Oui. Donc c'est corrélé peut-être aussi à l'international tout à l'heure. On voit bien aussi que l'indicateur enfance est en train de se dégrader à la même vitesse que celle du RSA. Donc ça veut dire que c'est quand même tout le tissu social fragile qui est en train de se déliter. Donc le Covid, ça va être un combat sanitaire peut-être jusqu'à la fin de la vaccination. Ça va être un combat social très fort pour les 18 prochains mois, sachant que les départements ruraux, c'est toujours les derniers entrés dans les crises, mais c'est toujours les derniers sortis. Donc je crois qu'il y aura besoin effectivement de travailler sur la solidarité territoriale et sociale, à l'instar de ce que
souhaitez faire, Président, parce que je crois que le défi va être très important et il n'y a aucun élément de politique et d'action publique qui va échapper à cette pression qui va nous mener, je pense, jusqu'en 2022 très largement. Donc, tous vos services sont, et aussi avec les élus, sont sur cette problématique, sachant que budgétairement, on aura d'autres moments pour discuter. C'est le problème de tous les départements. Songez qu'un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, qui est absolument sous un tsunami de demandes d'allocation individuelle de solidarité, a obtenu que le RSA soit renationalisé d'une certaine façon à partir de 2022, mais leur problème va être évident en 2021. Et les propositions qui sont faites sont difficiles parce qu'à la fois, quand on est... C'est vrai que pour le moment, le RSA est un problème pour nous parce que c'est un problème financier, c'est-à-dire que la compensation de l'État n'est pas tout à fait au niveau où elle devrait être, donc ça veut dire que c'est des charges supplémentaires. Et en même temps, s'en séparer, c'est se séparer d'un outil de l'action d'insertion qui est quand même au cœur du métier des conseils départementaux. Donc moi, j'avoue que je suis assez... moi, je préférerais qu'on trouve on trouve des solutions de financement du RSA, mais c'est difficile d'avoir une action sociale et se priver de ces allocations qui font partie du système dans son ensemble. Donc, il y a des débats en ce moment entre l'ADF et le gouvernement. C'est compliqué, bien évidemment, mais je crois que c'est une question tout à fait cruciale. Je pense qu'il faut quand même, c'est plutôt le fonctionnaire qui parle, mais je pense qu'il faut se méfier quand même des opérations de reconcentration et de recentralisation dans ces périodes où on voit quand même la pertinence de l'action publique de proximité qui sait se décloisonner et qui sait aller au-delà du simple périmètre de chacune des compétences. C'est la démonstration que vous faites à travers ce conseil. Et aussi la démonstration qu'on a été en capacité, Président, de dégager 5 millions d'euros pour les mettre sur le Covid, tous azimuts, à partir de nos propres ressources, ce qui est grâce au vote de votre majorité aussi de l'opposition. Soutien aux associations culturelles, pratiquement 500 000 euros pour aider les associations culturelles, et notamment, par exemple, 10 de nos cinémas, où on a compensé la perte de recettes induite par la fermeture des cinémas. Et là, on est en train de s'occuper avec un peu plus de presque 300 000 euros des associations sportives qui ont un vrai problème et une vraie inquiétude pour la suite de réadhésion des jeunes dans les associations sportives qui sont souvent des sports de contact, de brassage et donc d'inquiétude pour les familles. Donc là, on a véritablement ça. Si on compte les primes Covid qu'on a essayé d'attribuer le plus largement possible, même si on nous dit encore qu'il y a des trous dans la raquette, oui, on a quand même fait... On ne sait pas résoudre la question du gré, on ne sait pas résoudre la question de l'emploi direct pour des raisons juridiques. Et je vous le dis, méfions-nous de tout ce qui est recentralisation, reconcentration. La crise, elle démontre... Parce que là c'est la proximité qui... Si on entend bien le gouvernement, ce qu'il veut nous proposer, c'est dire... on recentralise, donc on prend les dépenses du RSA, mais vous nous donnez ce que vous donniez en plus pour arriver à payer tout le monde. Alors, donc, ça veut dire que la première année, ça change strictement rien pour nous, parce qu'on a exactement. La seule chose qui a peut changer, c'est si dans les années qui viennent, le RSA continue d'augmenter et que par conséquent, c'est l'État qui prend en charge au lieu de nous. Mais effectivement, moi, je trouve que l'agilité de proximité de nos collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit les départements, lorsque tout ça est bien coordonné avec la région, comme on l'a vu, ça donne une capacité à faire des choses. Franchement, je ne sais pas si vous avez bien en tête qu'on a décidé il y a moins de 15 jours qu'on allait faire des tests itinérants avec un bus, on mobilisait des gens, et moins de 15 jours après, on était sur le terrain en train de le faire. C'est très important pour les citoyens et pour les gens, de montrer qu'il n'y a pas une décision qui est prise, puis ça tombe dans
de trou sans fond et ça vient jamais. C'est hyper important, y compris pour les responsables politiques que nous sommes, de prendre des décisions, de faire consensus autour et de les mettre en place. Et ça, c'est cette agilité qu'on a. Un maire, il sait organiser quelque chose en très peu de temps. Un département peut encore le faire et peut le faire en coordination avec la région. Voilà. Bien. Alors, je retiens le fait que au cours de ce Covid, on a d'abord l'annonce hyper importante que la région va être complémentaire du département pour déployer les tests itinérants et que ça commence demain. Donc ça, c'est l'annonce, j'allais dire, principale de ce Covid. Et puis, les propositions que nous allons mettre en œuvre, c'est-à-dire faire de la pédagogie à l'occasion de ces tests avec des fiches. Et je remercie à la fois Linda Assad et Gérard Abeillé pour leurs propositions complémentaires de fiches qui vont permettre de faire en sorte qu'on puisse dire aux gens ce qu'il faut faire. Voilà. Sauf s'il y a une autre intervention, moi j'en ai terminé. On fera, oui, Michel Soriano pour les maires ruraux. J'ai entendu des choses formidables ici. La proximité des élus, on s'en était pas rendu compte. Je crois que tous les jours on s'en rend compte que c'est très très important d'avoir des élus de proximité pour faire voir que la République elle existe encore, pour faire un monde. Et si on lâche ça, si on supprime les petites communes et les petits élus de proximité, on va vers des catastrophes politiques graves, à mes yeux. Quand je vois ce qui se passe en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, en Afrique, quand j'allume la télé, que je vois les médias, la sinistrose ambiante un peu partout dans le monde, quand je vois les actions de la région, quand je vois les actions du département, quand je vois les actions des élus de proximité, quand je vois des gens ici que je ne connaissais pas, l'action qu'ils mènent pour le bien-vivre dans le Gers, je me dis, je ne sais pas si c'est bien placé de le dire aujourd'hui, nous vivons dans un pays extraordinaire et nous vivons dans un département du Gers où nous avons beaucoup de chance de vivre dans ce milieu. Il n'y a pas que des avantages, mais aujourd'hui, avec le Covid, je pense qu'on est dans un des pays le plus beau au monde. Merci pour cette conclusion, Michel. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Si vous en êtes d'accord, on voudrait donner un petit focus peut-être plus sur les questions un peu économiques parce que cette crise, elle est sanitaire, elle est économique, elle devient sociale ensuite. Donc, les conséquences sociales viendront aussi de l'activité économique. Donc, j'ai demandé, il m'a donné son accord de principe au député Jean-René Cazeneuve de venir à notre conseil mercredi prochain. Il m'a donné ce matin son accord. Nous allons demander au directeur des services fiscaux aussi d'être présent. Et peut-être qu'on aura une approche peut-être plus sur la situation des entreprises, des artisans, des commerces à quelques jours. On sera du 15 décembre, qui est une autre date rendez-vous pour le déconfinement, et ça nous permettra de parler de ces questions-là si vous en êtes d'accord. En tout cas, merci encore. Vraiment, plus je fais, plus j'aime ça. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président.